Nous allons commencer avec Laure Després, à vous pour une vingtaine de minutes. Merci. Alors, je remercie les organisateurs de me permettre de vous présenter une communication sur le communisme de guerre, et dont le titre est « Le communisme de guerre entre stratégie désespérée et utopie anticrématistique ». Donc je pense qu'une stratégie désespérée, tout le monde sait à peu près à quoi ça correspond. Par contre, une utopie anticrématistique, ça mérite peut-être quelques petites explications complémentaires. Et donc en fait, la crématistique, c'est une notion qui remonte à Aristote. Ça vient du grec crémata, qui signifie les richesses. Et l'anticrématistique, pour Aristote, c'est la recherche effrénée, l'accumulation sans fin de la richesse, qui seule est permise par l'existence de la monnaie. Dans une économie sans monnaie, la crématistique est impossible. Et la crématistique, c'est quelque chose de profondément étranger à la nature humaine pour Aristote. Et il oppose la crématistique à l'oikonomia, ce qui a donné le terme économie contemporain. L'oikonomia, pour Aristote, c'est la gestion mesurée, raisonnable du domaine agricole familial qui permet de vivre de façon indépendante, pas en autarcie complète, mais en autarcie modérée, par des échanges marginaux. Et voilà, l'oikonomia, ça, c'est conforme à la nature humaine, tandis que accumuler sans fin de l'argent, ça, c'est complètement contraire à la nature humaine et c'est complètement destructeur de la société. Alors, dans le mouvement socialiste et dans le mouvement utopique qui l'a précédé, on observe une permanence de l'anticrématistique, une opposition à la crématistique. Donc on voit ça déjà chez Thomas More, où l'or est considéré comme un matériau vil qui va servir à forger les chaînes des condamnés, des prisonniers, ou bien qui va servir à fabriquer des pots de chambre. Voilà, donc ça c'est significatif. Mais on retrouve ça aussi sous une autre forme, bien sûr, chez Marx, où le capitalisme, c'est justement l'accumulation sans fin du capital, et il l'oppose au socialisme, qui est l'affectation raisonnée et raisonnable des ressources disponibles pour satisfaire les besoins de la population. Donc, on peut dire qu'on retrouve, sous une forme évidemment complètement différente, chez Marx, l'opposition que Aristote, au 5e siècle avant Jésus-Christ, ou 4e, je ne me souviens plus exactement, met en évidence. Donc, voilà pour l'anticrématistique, qui est donc une caractéristique de la pensée de gauche en général et dans le mouvement socialiste en particulier. Alors, quelles sont les caractéristiques anticrématistiques du communisme de guerre? Alors, bon, je n'ai pas besoin de rappeler que le communisme de guerre, c'est la période de la guerre civile en Russie. Guerre civile qui va éclater, alors dont on voit des prémices, bien sûr, bien avant, mais il faut se rappeler que le pouvoir bolchevique, enfin, les bolcheviks prennent le pouvoir en octobre, mais la guerre civile, elle éclate en mai-juin. Enfin bon, elle n'éclate pas d'un seul coup, hein, c'est bon, à l'occasion des interventions étrangères. Et donc il y a plusieurs mois où les bolcheviks sont au pouvoir sans qu'il y ait une guerre. Il y a une situation économique dramatique déjà, mais beaucoup moins que celle qui va suivre dans les années du communisme de guerre, un effondrement de la production, mais néanmoins il y a quelques mois de relatif le temps est relativement suspendu, disons. Alors, les caractéristiques du communisme de guerre, c'est justement une pénurie généralisée, un effondrement de la production. En 1920, la grande industrie produit 18% du niveau de production de 1913. La petite industrie, 43% du niveau de la production de 1913. Et surtout, l'excédent de blé des paysans
sur la période 1918-1921, donc en moyenne sur l'ensemble de la période du communisme de guerre, l'excédent de blé des paysans disponible pour nourrir l'armée rouge et les villes, c'est 11% du niveau de 1913. Donc il y a évidemment une pénurie dramatique, généralisée, donc c'est contradictoire avec l'idée même de communisme qui suppose l'abondance, bien sûr. Donc c'est une des caractéristiques du communisme de guerre, c'est que c'est un communisme de la pénurie extrême. Cette pénurie extrême s'accompagne de la naturalisation de l'économie, alors que ce qu'on entend par naturalisation de l'économie, c'est le fait que la monnaie, par un espèce de paradoxe assez extraordinaire, la monnaie est à la fois surabondante et a quasiment disparu. Donc les relations monétaires et marchandes sont réduites à très très peu de choses, et ceci coexiste avec le fait que le gouvernement bolchevique est contraint d'émettre du papier-monnaie en très grande quantité pour payer ses fournisseurs, et que ce papier-monnaie qui est émis en très 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 grande quantité, évidemment, entraîne une hyperinflation dramatique, tout à fait comparable et même plus importante que celle qui a lieu à la même époque en Allemagne. Alors, dans cette situation du communisme de guerre, les ressources du budget de l'État se résument à deux choses: la planche à billets, l'émission de papier-monnaie de façon massive, et puis les réquisitions armées, dont on a déjà parlé depuis avant-hier, c'est-à-dire des détachements armés qui vont arracher aux paysans leur surplus pour nourrir l'armée rouge et les villes. Au point que, je rappelle, pendant la période, à la fin du communisme de guerre, Moscou et Leningrad se sont vidés de leur population, et à Moscou, il subsiste la moitié de la population antérieure, et ceci malgré le développement important d'une agriculture urbaine. Alors, comment peut-on interpréter cette période? L'interprétation la plus courante, celle qu'on trouve en particulier chez des historiens hostiles à la révolution bolchevique, c'est le fait que par exemple, je citerai Richard Pipes, par exemple, c'est l'idée que les bolcheviks étant anticrématistique, ont fait exprès de mener une politique d'émission monétaire massive pour détruire les relations marchandes et la monnaie, et que la naturalisation de l'économie, c'est la réalisation d'un objectif conscient et organisé par le gouvernement bolchevique. Puisque l'utopie bolchevique, c'est la disparition de l'argent, donc voilà. Alors, à l'appui de cette thèse, on trouve certaines déclarations des communistes de gauche, en particulier Preobrajenski, Boukharine à cette époque, et surtout Kritzman, qui dans son ouvrage qui est paru en 24 ou 25, mais qui est écrit pendant la période du communisme de guerre, qu'il commence à écrire pendant la période du communisme de guerre, il fait une analyse de cette période héroïque, dit-il, du communisme de guerre, et il est enthousiasmé parce qu'il considère que bien sûr, c'est une déformation du communisme, puisque c'est un communisme de la pénurie au lieu d'être un communisme de l'abondance, mais c'est une anticipation de la société future, déformée, bien sûr, par le fait qu'elle coexiste avec la guerre civile. Alors, de fait, il y a aussi non seulement les déclarations des communistes de gauche, mais il y a aussi des décisions du gouvernement bolchevique. Je rappelle la suppression des banques, la fermeture des banques, la nationalisation des grandes entreprises, la nationalisation des circuits de distribution de la nourriture,
donc l'approvisionnement en nature, le fait qu'on a développé un système de rationnement pour nourrir la population qui sera jamais que partiel, qui pourra jamais réussir à nourrir complètement la population des villes, mais néanmoins qui est un système de rationnement en nature. Hein, on n'a pas besoin de payer. Enfin, au début, il y a des contre-paiements en argent, mais très rapidement, sans paiement en argent. Donc, de fait, effectivement, le gouvernement bolchevique va prendre des mesures qui tendent à développer une économie naturelle, c'est-à-dire non monétaire. Quand on parle d'économie naturelle en économie, c'est pour dire une économie non monétaire. Une autre interprétation, et c'est la mienne, c'est que en fait, ces mesures de naturalisation qui ont été prises par le gouvernement bolchevique, relève plutôt d'une stratégie désespérée que d'une utopie anticrématistique en action, et j'en veux. Je vais vous exposer quelques éléments de preuve. Le premier élément de preuve, c'est que la situation monétaire est déjà très très dégradée avant la révolution d'octobre. C'est le gouvernement tsariste qui, dès 1914, va commencer à émettre du papier-monnaie pour financer l'effort de guerre, puisque, comme tout le monde, il croit que la guerre de 14 va durer très peu de temps, donc il n'y a pas d'inconvénient à financer l'effort de guerre en émettant du papier-monnaie. Et au début, cette émission de papier-monnaie ne va pas avoir un effet inflationniste, puisque la population est habituée à une monnaie très stable. La situation monétaire avant la guerre de 14 était extrêmement saine, avec des réserves d'or à la banque d'État qui étaient les plus importantes du monde et qui couvraient quasiment l'ensemble du papier en circulation. Donc, la population était habituée à avoir des prix très stables et donc a commencé à thésauriser les premiers papiers-monnaies émis par les gouvernements tsaristes. Mais c'est au moment de 1917, au moment des gouvernements provisoires entre février et octobre, que la situation monétaire va se dégrader complètement, à la fois parce que la population a compris que l'effet inflationniste de l'émission de papier-monnaie était grave, et aussi parce que le gouvernement provisoire, avec le tarissement des impôts, a dû émettre de plus en plus de papier-monnaie. Et donc, quand les bolcheviks arrivent au pouvoir, ils n'ont pas tellement le choix. S'ils veulent payer les salaires, s'ils veulent financer l'effort de guerre, surtout à partir du moment où la guerre civile éclate, eh bien, ils sont obligés de continuer à émettre du papier-monnaie à une vitesse de plus en plus importante, puisqu'il en faut de plus en plus, puisque les prix augmentent de plus en plus. Alors, par ailleurs, les bolcheviks vont effectivement prendre ces mesures de naturalisation, mais sous la pression à la fois des circonstances et de la population. C'est-à-dire que la nationalisation des banques, elle provient du fait, alors certes elle était prévue vaguement dans les mots d'ordre des bolcheviks. Ils avaient prévu de les nationaliser, ils n'avaient pas prévu de les fermer et que les banques disparaissent. Mais ça provient du fait que quand le gouvernement bolchevique se tourne vers les banques pour avoir des avances, des prêts pour pouvoir payer les salaires, eh bien les banques refusent, et la Banque d'État aussi, refuse de lui prêter de l'argent. Donc ils ferment les banques. Après, ils négocient avec les directions antérieures des banques pour qu'elles rouvrent, et ils n'arrivent pas à négocier un compromis, et donc du coup, les banques sont supprimées. Mais c'est pas, ils le font pas exprès d'une certaine façon. De la même façon, on voit qu'à plusieurs reprises avant l'éclatement de la guerre civile, les bolcheviks vont décider de faire une réforme monétaire pour retourner à l'étalon or, parce que Lénine trouve que l'étalon or c'est parfait, donc c'est le meilleur système monétaire. Mais évidemment, les circonstances font que c'est complètement impossible, et donc cette réforme monétaire n'a jamais lieu.
Autre mesure de naturalisation, c'est par exemple l'occupation sauvage des appartements, le partage sauvage de toutes les richesses des riches, de la bourgeoisie ou de l'aristocratie. C'est la population qui décide de s'emparer de tout ça et puis de s'en servir pour faire des échanges avec les paysans pour pouvoir se procurer un peu de nourriture. Donc ce partage des richesses est parfaitement spontané et absolument incontrôlé par le gouvernement bolchevique. De la même façon, le gouvernement bolchevique va finir par nationaliser les grandes entreprises parce que le contrôle ouvrier est refusé obstinément par toujours dans la période intermédiaire par les directions de ces entreprises. Et donc, il va finir par les nationaliser pour que le contrôle ouvrier puisse être effectif. Mais la nationalisation de toutes les entreprises, y compris le cordonnier du coin de la rue, ça va être un mouvement spontané, incontrôlé, et que le Soviet suprême de l'économie nationale s'arrachera les cheveux de se retrouver avec la gestion de ces trucs-là. Il est absolument dans l'impossibilité complète de gérer. De la même façon, les salaires vont être versés en nature à partir d'un certain moment, mais c'est parce que les entreprises n'ont plus d'argent et de toute façon, et que l'argent ne sert à acheter rien parce qu'il n'y a rien à acheter. Donc, en fait, en conclusion, je dirais que ce mouvement de naturalisation de l'économie, de suppression des relations monétaires et marchandes, n'est pas le fait d'une politique consciente et organisée du gouvernement bolchevique, mais c'est comme si j'utilise souvent cette image, le gouvernement bolchevique se trouve sur une vague de 20 mètres de haut et il essaye de surfer sur la crête de la vague. Il tient vaguement debout, mais il est prêt à tomber à tout moment, et puis il est entraîné dans cette direction, mais sans vraiment le vouloir. Ce qu'on peut voir, c'est que avant l'éclatement de la guerre civile, le gouvernement bolchevique avait plutôt tendance à mener une politique, quand il n'était pas contraint par les événements, à mener une politique de type NEP, en réalité. Alors, deuxième conclusion, c'est que ce mouvement anticrématistique, on l'observe encore dans les mouvements alternatifs actuels. Par exemple, les SEL, les sociétés d'échange locales, font des échanges en valeur travail, hein. Une unité de travail de cours de maths va s'échanger contre une heure de travail de bricolage, voilà. Ou bien alors, donc c'est des échanges sans monnaie. De la même façon, on observe une remise en cause du calcul monétaire des coûts avec la multiplication des calculs de coûts en termes de empreinte écologique, empreinte carbone, empreinte eau. Tout ça, c'est des calculs de coûts non monétaires pour calculer des vrais coûts. Hein. Et ça, on avait ça aussi au moment du communisme de guerre. Les économistes bolcheviques ont essayé de calculer des coûts en unités de travail, en unités d'énergie, exactement comme l'empreinte carbone. C'est des espèces de calcul d'empreinte carbone avant l'heure, parce que la monnaie ne pouvait plus servir d'unité de compte, elle était trop dégradée pour pouvoir servir d'unité de compte. Enfin, dans le mouvement anticrématistique, je signalerai aussi la préférence dans les mouvements alternatifs du recours à l'économie monétaire et marchande simple, au sens de Marx, c'est-à-dire des relations marchandes mais qui n'ont pas pour but l'accumulation du capital, comme dans l'économie sociale et solidaire, comme dans les AMAP, comme dans tout ce développement, ce foisonnement d'expérimentation, d'alternatives au grand capital. Voilà.